Bonjour, nous entamons la toute dernière partie du cours, la dernière partie du programme de SVT, qui va parler des agrosystèmes, développement durable également, c'est-à-dire de l'agriculture et du rapport qu'on va avoir avec l'agriculture. Ce cours-là n'est pas un cours pour vous préparer à devenir agriculteur, mais bien un cours qui est destiné à comprendre quels sont les problèmes liés à l'agriculture aujourd'hui, comment essayer de les résoudre, et voilà que ces problèmes ont une incidence sur chacun d'entre nous et vont dépendre des décisions qui vont être prises au niveau politique, donc des décisions pour lesquelles nous allons voter. Ce sont donc des choses importantes à prendre en compte lorsqu'on va décider d'un modèle ou d'un autre économique, agricole, etc. Alors pour comprendre ça, il faut bien comprendre euh, qu'il y a un enjeu au niveau agriculture qui est extrêmement important, qui est un enjeu, on va voir en introduction, qui est celui de nourrir 10 milliards d'humains. Il se trouve que nous sommes de plus en plus nombreux et notre nombre d'êtres humains sur Terre a augmenté de manière incroyable au cours des 2 derniers siècles, voilà, du dernier siècle, surtout des 2 derniers siècles et surtout du dernier siècle. On était à peu près 1 milliard en 1800. Aujourd'hui, 2021, alors vous voyez, c'est quelque chose ici qui a été fait en 2013, mais les estimations ont été vraies. On est un petit peu plus de 7 milliards et demi en 2021. Et la population continue à augmenter. Alors on a 3 modèles qui ont été prévus, le modèle vert, le modèle orange, le modèle rouge, suivant différents paramètres qui ont été pris en compte. On sait déjà qu'on n'est pas dans le modèle vert, donc on est quelque part entre le modèle rouge et le modèle orange. Ce qui fait qu'on va être très nombreux. En 2100, on va probablement être 10 milliards, voire bien plus. Ce qui fait beaucoup de personnes. Or, ces 10 milliards de personnes, elles mangent. Et elles ne font pas que manger, elles vont se vêtir, c'est-à-dire elles vont prendre des vêtements, elles vont acheter un tas de choses, elles vont se soigner, et pour ça, elles vont avoir besoin de l'agriculture. On va voir juste après. Depuis le du 19e siècle, la population mondiale augmente très vite. En 2021, nous sommes un peu moins de 8 milliards, nous serons probablement 10 milliards en 2050, probablement même beaucoup plus. Chaque être humain doit être nourri. Il a besoin de nourriture. Cette nourriture, je vous l'invente pas, on la chasse pas, on va pas cueillir des baies sauvages, on l'obtient grâce à l'agriculture, ultra majoritairement. Et cette nourriture, on en prend de plus en plus. Ici, par exemple, c'est un exemple, entre 1960 et 2009, dans différents continents, de consommation de poissons. Et on voit que dans tous les continents, on a une consommation par personne qui augmente énormément. Et ça, c'est pour le poisson, mais c'est valable pour tout le reste, pour absolument tous les produits. Les produits agricoles que l'on mange, la nourriture, que ce soit des animaux que l'on va tuer, du blé pour faire du pain, des pâtes, de la farine, des fruits, des légumes, enfin bref, tout ce que vous mangez, ça sort de l'agriculture. Ça, on en mange chacun de plus en plus, mais également l'agriculture va servir à d'autres choses. Je vous ai dit, par exemple, les vêtements, vos vêtements, ils sont faits avec des plantes, ultra majoritairement, ou des animaux. La laine qu'on récolte, c'est la laine qui pousse sur des moutons, ou sur des chèvres, ou sur des alpagas, ou d'autres choses. Bref, ça vient des animaux, ça vient de l'agriculture. On a donc besoin, chacun, de plus en plus euh, d'agriculture. Les médicaments aussi sont issus de l'agriculture. Tout un tas de produits, par exemple les encres dans les crayons ou qui colorent les produits sont tirés de l'agriculture. Le papier tiré de l'agriculture, etc., etc. Bref, tout un tas de produits qu'on utilise qui sont indispensables à nos vies viennent de l'agriculture. Et nous consommons chacun de plus en plus. Vous voyez ici par exemple la consommation alimentaire par habitant. On voit qu'elle est passée de 1965 à 2020. Elle est passée en haut d'un moins de 2400 kilocalories par personne par jour à environ 3000, un petit peu plus de 3000. Et ça devrait continuer à augmenter. Donc, nous mangeons de plus en plus, nous consommons de plus en plus de produits agricoles. Parallèlement, chaque humain consomme en moyenne de plus en plus de ressources. La nourriture, alors les agrocarburants, c'est-à-dire c'est des carburants qui sont faits grâce à l'agriculture, les médicaments, les vêtements, etc. Donc nous sommes de plus en plus nombreux et chacun d'entre nous consomme de plus en plus de produits agricoles. Donc il nous faut énormément de ressources agricoles à obtenir pour pouvoir subvenir au fait que on consomme de plus en plus et qu'on est de plus en plus nombreux. Le problème, c'est que l'agriculture, ça ne se fait pas partout.
L'agriculture, ça va se faire sur ce qu'on appelle des terres arables, c'est-à-dire des terres sur lesquelles on peut mettre des champs. Que ce soit une prairie pour élever des vaches ou un champ de blé, on ne les met pas n'importe où. On ne va pas mettre ça au milieu d'un désert, on ne va pas mettre ça sur un glacier, etc. L'agriculture, donc il va nous fournir, ça peut être l'agriculture qui fait des plantes, comme ici les champs de blé, qui fait des animaux, ici cet élevage de vaches. Ça peut être en mer, ça peut même être quelque chose qui est aquatique en eau douce et qui est mixte. Ici, vous avez des rizières, hein, il y a de l'eau à l'intérieur. Et dans l'eau, vous avez, vous avez des plantes qui poussent. Et en même temps, on élève des poissons à l'intérieur. Ces terres fertiles, eh ben, leur nombre augmente quasiment pas. Vous voyez ici, on a le nombre de terres fertiles qui a changé depuis 1961. Ça n'a quasiment pas changé. Pourquoi? Typiquement, on a déjà utilisé quasiment toutes les terres fertiles possibles. Donc on ne peut pas en utiliser plus. Il n'y en a pas d'autres disponibles. On n'a qu'une seule terre. La terre, il y a une partie avec des océans qu'on ne peut pas utiliser, une partie avec des déserts qu'on peut pas utiliser. Je vous ai dit, les pentes trop fortes, les glaciers, etc. Tout ça, on ne peut pas l'utiliser. Et tout ce qu'on peut utiliser, on l'a déjà utilisé. On l'utilise déjà. Donc, si je regarde par personne que la population augmente énormément, j'ai de moins en moins de terres fertiles par personne disponibles. Or, j'ai besoin de plus en plus de produits agricoles. Là est donc mon problème. De moins en moins de terres fertiles avec des besoins de plus en plus importants. Il va donc falloir trouver un moyen pour que chaque mètre carré, chaque centimètre carré de terre fertile produise davantage pour pouvoir subvenir à tout le monde. La surface agricole, elle, augmente pas. Et satisfaire les besoins du milliard d'humains exige donc de gérer de plus en plus efficacement les terres agricoles disponibles. Et attention, gérer de plus en plus efficacement, c'est pas juste leur faire donner maintenant le plus en plus de produits agricoles. C'est que si c'est ça pour derrière faire que dans 10 ans ou dans 20 ans, on ne produise plus rien sur la terre, hein, ce qui est possible, on peut faire en sorte qu'une terre donne énormément d'un coup, mais après elle ne va plus rien donner et elle sera définitivement perdue, ce n'est pas quelque chose de rentable. C'est pas ça que l'on veut. On va vouloir gérer ça de manière durable, quelque chose qui va durer. C'est ce qu'on va appeler du développement durable. Développement durable, c'est-à-dire qu'on va se développer, on va continuer à augmenter notre qualité de vie, tout en faisant en sorte que ça soit valable pour les années qui suivent, mais également pour les décennies qui suivent et pour les siècles qui suivent. Ne pas détruire pour plus tard ce qu'on va consommer maintenant. Donc ça, hein, ça va pouvoir être fait avec tous les champs, comprendre comment fonctionne un champ, comme un champ de blé, va pouvoir nous permettre ça. Il faut comprendre le fonctionnement d'un champ pour s'assurer de sa gestion rentable et durable. Et c'est le but de ce cours. Donc, c'est ce que nous allons voir hein, désormais. Et nous allons commencer par essayer de comprendre comment fonctionne un champ, et notamment comment fonctionne du coup ce que l'on va appeler un agrosystème. Donc, le grand 1, c'est la structure et le fonctionnement des agrosystèmes. L'agrosystème, qu'est-ce que c'est? C'est un écosystème géré dans l'intérêt de l'humain. C'est ce qu'on va voir maintenant. Alors je vous rappelle, on avait vu un écosystème c'est un endroit et tous les êtres vivants qu'il y a dedans. Un champ, c'est un endroit, il est bien défini, hein, que ça soit un champ en mer, sur terre, qu'on y élève des animaux, des végétaux, des champignons par exemple, etc. C'est un endroit bien défini. Et dessus, il y a des êtres vivants. Donc, si je prends le lieu plus tous les êtres vivants, j'ai un écosystème. Donc, mon agrosystème, mon champ, c'est un écosystème. Mais cet écosystème, il est géré par l'humain. C'est ça qui le différencie des territoires sauvages. Géré par l'humain pour que l'humain en tire quelque chose. Il doit prendre quelque chose, l'humain. Dans un champ de blé, l'humain va récupérer les grains de blé à la fin. Ici, si j'ai un élevage bovin, je vais récupérer le lait des vaches ou je vais récupérer la viande des vaches, des bœufs, des veaux. Donc, je vais gérer mon écosystème pour pouvoir prendre quelque chose. L'humain fait ça dans son intérêt. Il prend dans ce qu'on appelle la récolte. Cette récolte, alors, peut être faite de plein de manières. Et ici, vous voyez, on récolte les herbes qui sont ici. On va les traiter. Donc, l'humain gère, il détruit les herbes dont il ne veut pas, il les récupère, etc. Mais il va récolter. Et cette récolte peut être une récolte de produits végétaux, de produits animaux ou de champignons, etc. Ça peut être tout le végétal ou tout l'animal qu'on récupère, ou ça peut être une partie, ici le lait, mais je vais récupérer une partie. Cette partie que je récolte, ce sont une partie qui vient d'être vivant.
Si je fais un champ, c'est pour récolter quelque chose qui vient d'être vivant. C'est quelque chose qui est biologique. On va appeler ça la biomasse, c'est-à-dire la masse biologique que je récupère. Ici, la biomasse que je prélève, c'est des grains de blé. Ici, c'est du lait, mais ça reste une masse biologique, une biomasse. Donc un agrosystème, c'est un écosystème géré par l'humain, dans le but d'en retirer de la biomasse. Cette biomasse sert à satisfaire différents besoins. Des agrosystèmes, il y en a plein de différents. Je vous ai dit, il y en a où on élève des végétaux, des animaux, il y en a qui sont marins, il y en a qui sont aquatiques, il y en a qui gèrent les deux, on peut en avoir en montagne, on peut en avoir en forêt, etc. Plein de choses différentes. L'idée est toujours la même, je veux récupérer des êtres vivants, des animaux, des végétaux, des champignons, des bactéries, etc. L'agrosystème peut être terrestre ou aquatique. L'espèce récoltée peut être végétale. On parle alors de culture. Animale, on parle d'élevage ou autre, des champignons, des bactéries. On parle alors de culture quand c'est des champignons ou des bactéries. Et comme tous les écosystèmes, l'écosystème il va avoir un fonctionnement spécifique. Ici, je vous présente, ce n'est pas un agrosystème, ce n'est pas un champ, c'est une forêt. On avait déjà vu cette image-là pour vous présenter comment fonctionne l'écosystème. Dans un écosystème, à la base de l'écosystème, vous avez à chaque fois les producteurs, qui sont en fait les végétaux qui font la photosynthèse. On a déjà parlé de la photosynthèse. La photosynthèse va permettre, à partir de la lumière et du CO2 dans l'air et de l'eau, qui est pris par les racines, de fabriquer une molécule, le glucose, qui est une molécule qui contient de l'énergie. Lorsqu'un lapin ou un cerf va manger un végétal, il va prendre ce glucose. Ce glucose, il va lui servir à fabriquer son propre corps. Donc ça va être quelque chose qui va être utilisé pour faire de la matière. Il a besoin de matière pour fabriquer son propre corps, pour grandir. Mais en même temps, il va servir d'énergie. C'est-à-dire qu'il va détruire une partie du glucose pour vivre, pour avoir de l'énergie. Autrement dit, l'énergie de la lumière prise par photosynthèse passe au lapin. Et la matière prise dans l'eau et le CO2 par la plante passe au lapin. Le lapin qui lui-même sera mangé par des carnivores, des carnivores que ce soit des carnivores primaires ou secondaires. Ces mêmes carnivores vont reprendre l'énergie du glucose qui est emmagasiné dans le lapin et la matière du lapin pour fabriquer leur propre matière et consommer leur propre énergie. Et lorsque tous ces êtres vivants vont mourir, que ce soit des végétaux avec les feuilles qui tombent par exemple, le lapin qui meurt ou la buse qui meurt, ils seront détruits par des détritivores qui aussi prendront l'énergie accumulée par les plantes qui est passée dans chacun d'entre eux pour sa propre énergie, la matière pour sa propre énergie, pour sa propre matière. Autrement dit, vous avez ici des transferts dans un écosystème de matière et d'énergie et qui ont pour base, pour point de départ, la photosynthèse. On peut faire ça de manière un petit peu plus schématique. Vous avez ici l'énergie du soleil qui passe. Alors, l'énergie est représentée en jaune. Vous voyez qu'il y a une partie qui est consommée par la feuille, une partie qui va passer par exemple à la chenille, qui va passer à la mésange, qui après va passer jusqu'au décomposeur, etc. Et à chaque fois, vous avez une partie qui part sous forme de chaleur parce qu'elle est consommée. Vous allez avoir après la matière, par exemple le CO2, qui est là, qui est pris par photosynthèse et qui après va passer dans chacun, et va repasser dans l'air, revenir. Et puis vous allez savoir d'autres matières qui sont des matières minérales. Et là, la matière minérale, c'est par exemple des ions minéraux, donc c'est-à-dire du calcium, du potassium, du magnésium, etc., qui vont être utilisés par la plante au départ. Et lorsqu'un consommateur va prendre, par exemple la chenille va manger une feuille, elle va prendre également la matière minérale. Cette matière minérale, elle ne va pas partir dans l'atmosphère, elle ne va pas partir sous forme de chaleur, elle va rester dans le sol après que les décomposeurs soient là, et elle va revenir après par les racines. Les racines vont prendre dans le sol jusqu'à la plante. Donc la matière minérale fait un cycle. Le problème, c'est que on peut avoir dans un champ une perte de matière organique, de matière minérale. Pourquoi? Parce que je récolte. Je vais récolter par exemple des feuilles. Si je récolte de la salade, ce que je prends c'est des feuilles, je récolte les feuilles. Je vais perdre de la matière organique sur le champ. Même chose, si je récolte, je sais pas, j'élève des vaches, donc les vaches seraient ici ou là, et là, je récolte le lait des vaches, pas dans le lait, il y a de la matière minérale, qui ne revient pas dans le sol et qui est donc perdue.
Donc lorsque je récolte, je retire certes de l'énergie qui vient du soleil, mais le soleil il y en a en permanence, du CO2, mais le CO2 il y en a tout le temps dans l'air, mais je retire aussi la matière minérale, qui n'est pas tout le temps. Et là, ça peut provoquer un problème. C'est ce qu'on voit ici dans le fonctionnement, la différence entre l'écosystème et l'agrosystème. Un écosystème, il va fonctionner, la lumière va permettre aux végétaux de faire photosynthèse, puis on va pouvoir manger, consommer, la matière minérale repasse aux végétaux, et on a un cycle qui se poursuit. Dans l'agrosystème, je récolte, et en récoltant, je fais perdre des choses. Pour compenser ce que je perds, je vais devoir apporter à un moment autre chose. Donc l'agrosystème, non seulement c'est un système qui est fait dans un but par l'humain, mais c'est également un écosystème dans lequel nous avons des sorties, qu'on appelle les extrants, et des entrées, qu'on appelle les intrants, et qui sont faites par l'humain. Les intrants sont faits pour compenser les extrants. Puisque je vais prendre quelque chose dans ma récolte, c'est mon but, je suis obligé à un moment de compenser, notamment pour les minéraux qui ont été pris lors des récoltes. Un agrosystème fonctionne comme n'importe quel écosystème, avec des interactions entre les espèces, des flux de matière et d'énergie. Cependant, l'humain modifie l'agrosystème en important des éléments, les intrants, et en récoltant d'autres, les extrants. Tout ça va permettre de comprendre comment fonctionne un écosystème et de faire beaucoup d'écosystèmes différents. D'agrosystèmes différents, pardon. Ok, on va avoir beaucoup d'écosystèmes différents. Ces agrosystèmes, nous verrons ça en classe la semaine prochaine. Ce que vous avez à faire actuellement, c'est recopier le cours et l'apprendre. Et je vous revois la semaine prochaine. Bonne semaine.